Aujourd'hui, nous allons voir qu'en maths, tout est lié et qu'il est possible de relier des choses entre elles, même si elles semblent totalement déconnectées aux premiers abords. Pour illustrer cela, on va voir que cette somme, on va revenir dessus pour expliquer plus clairement ce qu'elle signifie, ne vous inquiétez pas, est reliée à cette partie verte, qui elle-même est reliée à un demi-cercle. Il semble n'y avoir aucun lien entre ces trois objets, et pourtant, ils ne sont pas si différents que ce que l'on peut penser. Pour commencer, on va voir ce que cette chose à l'apparence barbare signifie. Le symbole principal est une lettre majuscule grecque, le sigma, c'est l'équivalent de notre S, pour le mot somme. Voyons maintenant son fonctionnement avec un exemple. Ici, on va additionner tous les termes qu'il est possible de faire avec cette partie en changeant juste la valeur de k. Ici, k peut prendre la valeur de tous les entiers entre 0 et 3. On a donc 1 plus 0, 1 plus 1, 1 plus 2 et 1 plus 3. Avec notre somme, si on dit que n est un entier naturel, c'est-à-dire 1, 2, 58, etc., cette notation est équivalente à 1 divisé par racine au carré de n au carré moins 0 au carré, plus 1 divisé par racine carré de n au carré moins 1 au carré, etc. jusqu'à 1 divisé par racine carrée de n au carré moins n-1 au carré. Vous n'avez pas besoin de comprendre parfaitement comment fonctionne le sigma pour comprendre la suite. C'était juste pour vous montrer qu'en maths, les symboles utilisés pour synthétiser les formules ou les démonstrations font juste peur parce qu'on ne les connaît pas, mais leur signification est souvent très simple. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de commencer par étudier cette somme lorsque n prend des valeurs très grandes. Pour simplifier les choses, on va créer une suite U et on dit que UN c'est notre somme qui va jusqu'au terme n-1. La première chose qui peut nous venir à l'esprit, c'est de se dire que si n est très grand, le résultat sera aussi un très grand chiffre, ou un très grand nombre, puisqu'on additionne beaucoup de termes. Une chose que l'on peut faire pour avoir une idée de la vitesse à laquelle la valeur de notre suite augmente, c'est de calculer informatiquement les premiers termes, par exemple. Si on prend n égale 1, il n'y a qu'un seul terme, qui vaut 1. Pour U2, notre somme vaut environ 1,077, U3 vaut environ 1,13, jusqu'à U1000 qui vaut environ 1,539. On voit déjà qu'entre les deux premiers termes, il y a presque 0,08 de différence, alors qu'il n'y a même pas 0,07 de différence entre U100 et U1000. Et oui, on additionne de plus en plus de termes, certes, mais ils sont tous de plus en plus petits, donc même en prenant beaucoup, la somme totale ne sera pas beaucoup plus grande pour autant. Allons encore plus loin pour voir ce que ça donne. Ici on peut voir U10 000, 100 000, 1 million, 10 millions. Ça ne semble pas vouloir aller beaucoup plus loin que 1,57 et des poussières, ce qui est très peu en fait. On a quand même additionné 10 millions de nombres. Ce que l'on essaye de faire ici porte un nom très précis en mathématiques. On essaie de calculer la limite en plus l'infini de la suite U, et on le note comme ceci. C'est-à-dire que l'on regarde ce qu'il se passe précisément quand n est aussi grand que l'on veut. Et c'est un problème auquel les mathématiciens ont souvent affaire. D'ailleurs, il est souvent plus intéressant pour eux de savoir si la suite converge vers une limite réelle plutôt que de connaître la limite en elle-même. On ne va pas vraiment le démontrer pour gagner du temps, mais cette suite admet une limite, je vous l'assure. C'est-à-dire qu'elle tend vers un nombre réel, ou alors qu'elle diverge vers plus l'infini, ce qui n'est pas le cas de moins 1 puissance n par exemple, qui prend tantôt la valeur 1 et tantôt moins 1, sans tendre vers quelque chose de précis. Revenons donc à notre limite. Si on veut être un petit peu plus précis, calculer la valeur de la suite pour des nombres encore plus grands ne va pas nous donner beaucoup plus d'informations sur cette suite. Si ça se trouve, elle est peut-être aussi grande que l'on veut, mais elle augmente tellement lentement qu'il faudrait des milliers d'années à un ordinateur pour trouver le premier rang de la suite qui dépasse 2. Ou alors, elle stagne aux environs d'une valeur un peu bizarre et proche de 1,57, comme ça semble être le cas. Ou 12, on ne peut pas vraiment savoir après tout. Pour aller plus loin dans cette étude, on peut remarquer qu'il y a une autre manière intéressante de décrire la suite U. Si on dit que k est un entier au hasard entre 0 et n-1, 1 divisé par racine carrée de n au carré moins k au carré est égal à 1 divisé par n fois 1 divisé par racine carrée de 1 moins k sur n au carré. En maths, une multiplication entre deux nombres peut être vue de plusieurs manières. Comme un autre nombre, c'est vrai et c'est ce qui est le plus pratique en général. Mais on peut aussi le voir comme l'aire d'un rectangle. Ici, l'aire du rectangle vert a bien une aire de 1 divisé par racine carrée de n au carré moins k au carré. Faisons un test avec U3, tiens. On a donc trois termes que l'on peut exprimer à l'aide de trois rectangles, enfin plus précisément de l'aire de trois rectangles. Si on se met sur un plan gradué, on peut décider de placer notre premier rectangle sur l'axe des abscisses entre 0 et 1 tiers, puis le deuxième entre 1 tiers et 2 tiers, et le dernier entre 2 tiers et 1. La valeur de U3 correspond donc à la somme de l'aire des trois rectangles. On peut faire pareil pour U4, on a 4 termes, donc 4 rectangles. On met le premier entre 0 et 1 quart, le deuxième entre 1 quart et 1 demi, le troisième entre 1 demi et 3 quarts, et le dernier entre 3 quarts et 1. On peut faire pareil pour U5, U6, U1000, etc. Et ce qui est dingue, c'est qu'on va pouvoir les placer tous entre 0 et 1 à chaque fois.
puisque chaque rectangle a un côté de largeur 1 sur n, et qu'on a précisément n rectangles. Ça, pour U10, puis U100, puis U1000, on se rend compte que la figure donnée semble tendre vers une figure bien précise. Eh bien en fait, c'est exactement le cas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la suite que l'on étudie porte le nom de somme de Riemann. En gros, cela signifie que plus n est grand, plus le résultat de la somme tend vers une valeur finie, qui correspond à l'aire qu'il y a entre l'axe des abscisses et une certaine fonction qui ressemble très fortement au terme de notre somme. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une fonction, il faut la voir comme une recette de nombres. On prend un nombre noté x, on lui applique la fonction, et pouf, on a un nouveau nombre noté y, que l'on appelle image de x. Par exemple, la fonction f de x est égale à x fois x est une fonction qui multiplie le nombre qu'on lui donne par lui-même. F de 2 est égal à 2 fois 2 est égal à 4. 4 est donc l'image de 2 par la fonction f. On peut aussi s'amuser à tracer le graphe de la fonction dans un repère orthonormé. C'est-à-dire que pour chaque nombre sur l'axe des abscisses, on regarde au-dessus et en dessous de lui où est l'image de ce nombre, et on met un point à cet endroit-là. Si on fait cela avec tous les nombres, on se retrouve avec un trait noir qui correspond au graphe. Par exemple, le graphe de la fonction f de x est égal à x fois x est celui-là. Si on prend 2 sur les abscisses, le graphe nous renvoie bien la valeur 4 sur l'axe des ordonnées. Ici, la fonction qui nous intéresse ressemble très fortement à notre somme, comme dit précédemment, puisque c'est la fonction 1 divisé par racine carrée de 1 moins x au carré. On pourrait prendre d'autres lettres à la place de f, mais en mathématiques, on a l'habitude de prendre cette lettre, alors autant la garder. Comparons maintenant le graphe de notre fonction avec la représentation graphique de u que l'on a construit précédemment. Pour les premiers termes de la suite u, la ressemblance est très mince, je vous l'accorde. Mais déjà pour u20, la ressemblance est tout de suite plus flagrante. Pour n égale 1000, on se rend compte que la corrélation est vraiment très forte. L'objectif ici n'est pas de démontrer quoi que ce soit, mais je vous assure que plus n augmente, et plus notre concaténation de rectangles se rapproche du graphe de la fonction. Notre but, je vous le rappelle, est de déterminer la limite en plus l'infini de la suite u. Nous avons déjà fait un grand pas, en passant d'une représentation avec des chiffres à un problème d'addition d'aires de rectangles, puis à l'aire sous la courbe de la fonction f. En mathématiques, l'aire sous une courbe peut être décrite plus rigoureusement à l'aide de ce symbole, que l'on appelle intégrale. Ce symbole semble farfelu comme le sigma précédemment, mais il représente seulement l'aire qu'il y a entre le graphe de la fonction que l'on veut, ici 1 divisé par racine carrée de 1 moins x au carré, et l'axe des abscisses, entre 0 et 1. D'ailleurs, le symbole intégral ressemble à un S, pour la même raison que le sigma, c'est pour la somme. Une intégrale n'est rien d'autre qu'une somme d'une infinité de rectangles, comme on essaie de le faire en fait depuis le début. Trouver la valeur de cette intégrale n'est pas très compliqué pour les personnes connaissant le principe de primitive, mais il y a un autre moyen de déterminer la valeur exacte de cette intégrale en la réarrangeant un petit peu et qui est, je trouve, beaucoup plus joli. Je vous passe les calculs un petit peu compliqués, mais si vous y tenez vraiment, vous pouvez mettre en pause pour voir le calcul. On se retrouve avec cette nouvelle intégrale, qui est donc l'aire entre la fonction racine de 1 moins x au carré et l'axe des abscisses entre moins 1 et 1. Vous vous demandez sûrement en quoi cette intégrale est bien différente et plus sympathique que la première. Eh bien, je tiens à vous rappeler que l'équation d'un cercle est x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré, r étant le rayon du cercle et ab les coordonnées de son centre. Ici, en prenant y est égal à racine de 1 moins x au carré, c'est-à-dire notre fonction, on a bien x plus 0 au carré plus y plus 0 au carré, qui est égal à 1 au carré. En fait, le graphe de notre nouvelle fonction correspond au graphe d'un demi-cercle de centre 0, 0 et de rayon 1, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Et c'est là que tout se débloque d'un coup. La valeur que l'on cherche depuis le début n'est rien d'autre que l'aire d'un demi-disque de rayon 1. L'aire d'un disque est pi fois r au carré, avec r le carré, et on a donc pi fois 1 au carré, et on en prend la moitié, puisque seul le demi-cercle nous intéresse. On se retrouve donc avec pi sur 2, ce qui vaut environ 1,57 et des poussières, ce qui est bien cohérent avec nos premières estimations. La limite de notre suite vaut donc pi sur 2, et on a bien relié cette suite à une aire à la forme un petit peu bizarre, puis un demi-cercle, et plus précisément son aire.